Et si une visite ordinaire chez quelqu'un vous faisait tout à coup remettre en question tout ce que vous êtes? Ces deux filles sont piégées dans un labyrinthe étrange dont la seule issue est de continuer à jouer. Mais à la fin de l'aventure, elles ne sauront plus à qui faire confiance. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les jeux d'esprit dans Heretic. Cette journée ordinaire est sur le point de se transformer en cauchemar. Un matin, quelque part dans une petite ville du Colorado, deux jeunes mormones, Sir Barnes et Sir Paxton, accomplissent leur devoir quotidien. Après une longue journée, elles arrivent enfin au dernier arrêt, une maison isolée à la périphérie de la ville. Après avoir rangé leur vélo près de la grille d'entrée, les filles vont frapper à la porte, sans se douter qu'elles se dirigent tout droit vers un piège mortel. Une tempête éclate juste au moment où les filles frappent à la porte. Et bizarrement, personne ne répond, bien que le rendez-vous ait été fixé à l'avance. Elles frappent encore quelques fois quand l'homme ouvre enfin et se présente comme Monsieur Reed. Et il remercie poliment les filles de leur première visite. Excitée, Paxton lui tend une brochure, bien qu'il en ait déjà une. Et elle commence à faire un discours rapide sur les raisons pour lesquelles l'homme devrait envisager d'adhérer à leur église. L'homme l'interrompt et invite les filles à entrer pour se sécher. Mais elles répondent qu'elles ne peuvent entrer que si une autre femme est présente. C'est alors qu'il explique que sa femme est à la maison. Et du coup, les filles acceptent d'entrer. Mais ce sera leur plus grosse erreur. L'homme dit que sa femme est dans la cuisine en train de préparer une tarte, et il leur propose poliment d'accrocher leur manteau. Avant de partir, il mentionne succinctement que les murs et les plafonds sont constitués de métal, mais les filles n'y prêtent pas attention, et il disparaît dans le couloir. Ok, bon, ces filles doivent faire attention parce que Reed me fout les jetons. Il a mis un temps suspicieusement long à ouvrir la porte alors qu'il pleuvait à verse sur la tête des filles. Et quand il a finalement daigné répondre, il avait l'air bien plus concentré sur sa réussite à les faire entrer que sur le discours de Paxton. C'est super louche, comme s'il cachait quelque chose, ou pire, qu'il leur tendait un piège. Et puis, pourquoi se promène-t-il avec un arrosoir alors qu'il pleut? C'est peut-être un petit détail, mais tout compte quand on décide de faire confiance à quelqu'un et qu'on lui confie sa vie. C'est justement pour des raisons de sécurité que les filles ne voulaient pas entrer dans la maison sans la présence d'une autre femme. Mais ça ne marche pas si on ne respecte pas la règle. Pour l'instant, elles n'ont toujours aucune preuve que cette femme existe bel et bien. Et elles auraient dû déclarer fermement qu'elles devaient soit la rencontrer à la porte, soit revenir une autre fois. Maintenant qu'ils sont tous à l'intérieur, il est déjà en train de tout préparer pour qu'elles ne puissent pas repartir. Il aurait pu accrocher leur manteau ici. Mais au lieu de ça, il les a emmenés plus loin dans la maison. Et maintenant, sans ces manteaux, il leur sera beaucoup plus difficile de s'échapper dans le froid. Quand on regarde autour de nous dans la pièce, on dirait que toutes les fenêtres sont particulièrement petites. Et c'est pas bon signe non plus si vous devez vous échapper rapidement. Mais le plus étrange, c'est ce qu'il a dit avant de partir. Il y a du métal dans les murs et les plafonds. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que ça peut servir à quoi d'autre qu'à garder les gens enfermés à l'intérieur? Si c'était moi, la première chose que je ferais, c'est d'envoyer un texto à quelqu'un de l'église pour lui faire savoir ce qui se passe, pour qu'il puisse envoyer de l'aide en cas de problème. Pendant qu'elles sont sur place, les filles devraient rester ensemble et éviter toute situation qui pourrait les séparer, ce qui leur permettrait de couvrir leurs arrières respectifs et d'utiliser chacune leur amie comme bouclier humain si quelque chose devait mal tourner. Je dis ça comme ça. Ensuite, il ne leur restera plus qu'à trouver une excuse polie pour expliquer pourquoi elles doivent partir et quitter les lieux tant qu'elles en ont encore la possibilité. Maintenant, si Reed essaie de les arrêter, c'est là que les choses deviendront intéressantes. Elles sont supérieures en nombre, mais il a l'avantage du terrain et pourrait avoir accès à des armes que nous n'avons pas encore vues. Il vaut donc mieux éviter le contact physique aussi longtemps que possible. Ça veut dire qu'elles vont devoir se débrouiller pour le distraire pendant qu'elles essaieront parallèlement de s'échapper. Sinon, elles devront utiliser tout ce qu'elles pourront pour se défendre. Paxton a toujours son sac, alors j'espère qu'elle a de quoi se défendre. Ou au moins du spray au poivre. Tout peut être utilisé pour lui botter le cul et sortir de là. Des stylos jusqu'aux clés en passant par le mobilier de la pièce. Mais comme elles sont sur le point de le découvrir, ce cauchemar ne fait que commencer. Il met un certain temps à revenir, et pendant qu'elles attendent, Barnes se rend compte que quelque chose dans cet endroit la met mal à l'aise. À ce moment-là, il revient enfin avec un café pour lui et 2 sodas pour les filles. Mais sa femme n'est toujours pas là. Les filles lui expliquent qu'elle doit être dans la même pièce, mais il leur promet qu'elle ne tardera pas à arriver. Et elle s'assoit autour de la table pour commencer à discuter. Avant qu'elle ne commence, il veut en savoir plus sur l'enfance des filles. Paxton explique qu'elle est née membre de l'église, mais que Barnes est en fait née à Philadelphie et qu'elle s'est convertie après que sa mère l'ait fait. Ça met Reed en ébullition, et il commence à expliquer qu'il a passé sa vie à essayer de trouver la seule vraie religion. Paxton pense que c'est bon signe, mais la vérité, c'est que ce type n'est pas aussi vertueux qu'il en a l'air.
Les filles sont surprises quand Reed se met à leur réciter toute l'histoire de leur religion de tête. Et quand il se dirige vers la bibliothèque, il en revient avec son propre exemplaire du livre de Mormon. Quand Barnes reparle de la tarte, il demande si elles arrivent à sentir de quel fruit il s'agit. Et son ami devine à juste titre que c'est de la tarte aux myrtilles. Changeant de sujet, il demande à Barnes si l'esprit de son père a déjà essayé de la contacter depuis son décès. Et la conversation devient de plus en plus embarrassante au fur et à mesure qu'elle avance. C'est alors que quelques lumières s'éteignent, et Reed dit qu'il veut leur poser quelques questions délicates avant qu'elles ne finissent. Sans réfléchir, les filles acceptent de jouer le jeu, mais elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Il demande aux filles ce qu'elles pensent de l'ancienne pratique des hommes mormons consistant à avoir plusieurs épouses, et plus précisément, ce qu'elles pensent de la modification des règles visant à y mettre fin plusieurs années plus tard. Barnes lui explique que ça a été fait par nécessité pour leur population, mais qu'ils ont depuis dû changer pour s'adapter à l'époque actuelle. Pour Reed, ça révèle des failles dans leurs croyances, et il devient de plus en plus virulent au fur et à mesure que Barnes contredit ses propos. Pour essayer de se sortir de ce mauvais pas, elle évoque la possibilité de faire part de ses questions à leur évêque. Mais Reed ne les laissera pas partir aussi facilement. Quand il leur demande quel est leur fast-food préféré, les filles finissent par choisir Wendy's. Et il compare ses recherches à un essai de chaque restaurant. Il voulait seulement avoir un aperçu de ce que chaque religion pouvait offrir. Et il a fini par découvrir la seule vraie religion. À présent, les filles commencent à avoir peur, et elles demandent nerveusement si sa femme est prête à les rencontrer. Alors qu'il se lève pour aller voir, Barnes dit à son amie qu'elle devrait rentrer chez elle, mais elle remarque que leur téléphone ne capte plus aucun réseau. Et c'est là que Barnes baisse les yeux vers la bougie. Et quand elle la retourne, elle est horrifiée de découvrir que le parfum est celui de la tarte aux myrtilles. Reed choisit ce moment-là pour revenir dans la pièce, et il dit aux filles que sa femme est enfin prête. Il prend le plateau et les conduit dans le couloir plus loin dans la maison. Mais Barnes arrête rapidement son amie devant la porte en disant qu'elles doivent d'abord prendre un appel téléphonique. Une fois qu'il est hors de vue, les filles conviennent qu'elles doivent sortir d'ici. Mais s'échapper ne sera pas aussi simple qu'elles le pensent. Elles vont vers la porte et Barnes se souvient que leurs vélos sont attachés et que le vieil homme a gardé leur veste avec la clé dedans. Après réflexion, elle décide de tenter le coup quand même. Tout ça pour se rendre compte que la porte ne s'ouvre pas. C'est à ce moment-là que les filles comprennent enfin que Reed les a enfermées. Et maintenant, il semble que leur seul choix soit de le suivre dans le couloir sombre. Ok, bon, je suppose qu'elles sont foutues. Mais c'est ce qui arrive quand on continue à faire confiance à ce type malgré tous les signaux d'alarme. Les choses étaient déjà étranges dès le début, mais plus elle parlait avec ce gars, plus c'était bizarre. Tout d'abord, pourquoi les aurait-il invités alors qu'il en savait déjà plus qu'elles sur leur propre religion ? Et si ce type était un tel génie qu'il a réussi à découvrir le sens de la vie, alors qu'est-ce qu'il fait là à se la couler douce dans un pavillon quelconque perdu au fin fond du Colorado? Il ne devrait pas plutôt être en train d'écrire un bouquin ou un truc dans le genre? Rien qu'à écouter ce qu'il raconte, on se rend déjà compte que quelque chose ne tourne pas rond. Maintenant, pour aggraver les choses, nous avons la preuve matérielle que ce type est un gros menteur. Je veux dire, bon sang, il a posé une bougie parfumée à la tarte aux myrtilles sur la table juste devant elle. Il leur a manifestement menti en plein visage, comme il l'a fait depuis le début de leur entrevue. Et à présent, elles sont coincées ici sans issue apparente et doivent décider de ce qu'elles vont faire ensuite. Elles pourraient essayer de jouer le jeu et de suivre Reed dans le couloir, mais personnellement, je ne serais pas pressée d'aller plus loin dans cette maison. Après tout ce qui s'est déjà passé, j'ai plus du tout confiance en ce mec. Alors je préférerais chercher une autre sortie plutôt que de continuer à jouer à son petit jeu débile. Elle devrait aussi prendre quelque chose pour se défendre au cas où il deviendrait violent, bien que nous ne voulions pas nous battre pour le moment en tout cas. Au lieu de ça, leur meilleure option est d'essayer de sortir par une fenêtre. La taille de l'espace par lequel on peut passer dépend de nombreux facteurs, mais une personne de la taille des filles devrait pouvoir passer par un espace d'environ 38 cm de diamètre en cas d'urgence. Les fenêtres à l'avant de la maison sont quand même trop petites, mais celle juste derrière semble juste assez grande pour que Barnes ou Paxton puissent se faufiler. Cela dit, le fait que Reed se dirige vers le couloir en premier leur donne en fait un avantage, parce que c'est apparemment le seul moyen qu'il a de pouvoir revenir dans la pièce. Sachant cela, j'attraperai rapidement un meuble et je l'utiliserai pour bloquer la porte de leur côté. Si ça ne fonctionne pas, elle pourrait aussi utiliser des lacets de chaussures, des draps ou des vêtements pour ancrer la poignée à un meuble lourd de la pièce, ce qui l'empêcherait d'ouvrir la porte. En bloquant la porte comme ça pourrait forcer Reed à devoir faire le tour et déverrouiller la porte d'entrée, ce qui donnerait au fil l'occasion de lui sauter dessus et de s'enfuir. Quoi qu'il en soit, je préfère tenir bon ici plutôt que de laisser ce salaud nous entraîner plus profondément dans son piège.
Inquiète, Barnes dit à son amie d'appeler à l'aide pendant qu'elle se met à chercher une autre sortie. Mais le problème, c'est que Paxton n'a pas de réseau ici et qu'aucune des fenêtres n'est assez grande pour qu'elle puisse passer à travers. N'ayant nulle part où aller, les filles commencent à avancer prudemment dans le couloir. Plus loin, elles s'arrêtent net quand elles remarquent que quelqu'un les regarde depuis le coin. Mais quand elles s'approchent, elles se rendent compte que ce n'est qu'une statue effrayante. Alors qu'elles atteignent enfin une porte au fond, les choses prennent une tournure encore plus étrange. Les filles regardent autour d'elles et se rendent compte qu'elles sont entrées dans une bibliothèque très éclairée avec un hôtel religieux à l'avant. Reed sort soudain de l'ombre entre les étagères, comme si de rien n'était, et les filles lui disent avec nervosité qu'elles doivent y aller. Déçu, il dit qu'il comprend et leur indique où sont leurs manteaux, pendant qu'il range quelques affaires. Mais quand elles enfilent leurs manteaux, elles se rendent compte que la clé a été mise dans la poche de Paxton. La seule explication possible est que Reed a fouillé dans leurs affaires. C'est alors que Barnes mentionne que la porte était coincée, et il leur explique calmement que ça ne marchera plus. Perplexe, elle lui demande ce qu'il entend par là, et il leur explique que les peines dormants sont sur une minuterie qu'il ne peut pas déverrouiller. Ça veut dire que leur seule issue est de passer par derrière. Barnes lui fait poliment remarquer que tout ça lui semble très louche. Mais l'homme la rassure en lui disant qu'il n'y a absolument aucun danger, et il leur laisse tout le temps qu'il leur faut pour faire leur choix. Il sait qu'elles ne sont pas en mesure de passer des appels téléphoniques, parce que quand elles sont entrées, il leur a expliqué qu'il y avait du métal dans les murs et le plafond, ce qui les empêche d'avoir du réseau. Estimant que la meilleure solution est de jouer le jeu, Barnes lui demande laquelle des deux portes elles doivent emprunter, et bien qu'il ne leur donne pas de réponse claire, il laisse entendre qu'une des deux options est nettement préférable à l'autre. Toujours dans l'espoir que ce soit un gars tout ce qu'il y a de plus normal, Paxton demande une dernière fois au type si elles peuvent rencontrer sa femme. Et à ce moment-là, il décide que la comédie a assez duré, et de retourner la situation contre elle en demandant aux filles pourquoi, après tout ce qui s'est passé, elles croient encore qu'il y a une femme ici. Pour lui, tout ça n'était qu'une expérience visant à faire douter les filles pour qu'elles remettent en question leur propre raisonnement. Et il savait qu'elles ignoreraient les évidences parce qu'elles ont peur de la vérité au fond. À ce moment précis, les filles ont enfin réalisé qu'elles pourraient être en danger. Alors Barnes se dirige prudemment vers les portes. Elle ouvre la première et la referme aussitôt, horrifiée par ce qu'elle a vu. Mais la porte suivante est tout aussi inquiétante, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'autre qu'un long escalier menant à un sous-sol plongé dans l'obscurité la plus totale. Reed essaie d'expliquer que la maison a été construite sur une colline, et donc que la seule issue est en bas au niveau inférieur. Les filles flairent le piège, et elles lui rappellent que les membres de l'église viendront les chercher. Mais Reed continue à agir comme si elle n'avait rien à craindre. Ok, je sais pas pour vous, mais il y a exactement 0 chance que je mette un orteil dans ce sous-sol flippant. Les filles doivent vraiment se fier à leur instinct et arrêter de faire tout ce que ce type leur dit. Vous ne savez jamais s'il ne va pas fermer la porte derrière vous, et chaque pas les enfonce un peu plus dans son piège. Elles doivent donc arrêter de l'écouter sur le champ et commencer à réfléchir à la façon dont elles vont s'échapper. Ignorer ses ordres présente un avantage de plus, parce qu'il adore évidemment prédire ce qu'elles vont faire. En choisissant de ne pas se plier à son jeu, elle pourrait l'énerver au point qu'il commette une erreur, ce qui pourrait être leur ticket de sortie en fin de compte. Après tout ce qu'elles ont vu jusqu'à présent, il est absolument hors de question que j'aille dans le sous-sol, à moins que je n'ai pas d'autre choix. Mais il semble quand même que la sortie la plus facile soit en fait celle par laquelle elles sont entrées. Et maintenant, nous avons plus d'informations sur ce qui s'est passé avec la porte. Reed dit ici que le pen dormant est sur une minuterie mécanique qui ne s'ouvrira pas avant le matin. Mais si c'est vrai, alors il pourrait y avoir un autre moyen de l'ouvrir. La seule façon de le faire fonctionner, c'est qu'il y ait une sorte de mécanisme relié à la serrure. Alors, elle devrait essayer de vérifier le cadre de la porte et les murs à proximité pour trouver des points d'accès, puis utiliser des clés ou des ciseaux pour couper le câblage et désactiver la serrure. Sinon, elle pourrait aussi essayer de défoncer la porte elle-même à l'aide d'un objet solide pour l'ouvrir ou casser les panneaux. Si on ne trouve pas de sortie, on peut toujours essayer d'en créer une. Une chose qu'elles devront garder à l'esprit, c'est que toute cette action pourrait attirer l'attention de notre ami Reed. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle voulait éviter un combat le plus longtemps possible, mais à ce stade, il les a piégées contre leur volonté. Donc finalement, elle pourrait avoir à se battre avec ce type, et il vaudrait mieux l'affronter maintenant pendant qu'elles ont encore l'élément de surprise. Elles ont raté leur première occasion de passer à l'offensive pendant qu'il rangeait ses affaires. Mais la prochaine fois qu'il baissera sa garde ou qu'il prendra un objet lourd, les filles devraient s'emparer de tout ce qu'elles trouveront et le tabasser jusqu'à ce qu'il se soumette. Ouais, avec un peu de chance, il aura probablement une clé pour ouvrir la porte quelque part. Et même si c'est pas le cas,
elles pourront continuer à le faire parler à coups de poing jusqu'à ce qu'elles puissent sortir d'ici. Quoi qu'il en soit, il serait beaucoup plus facile de pouvoir sortir sans qu'il nous cause plus de problèmes. Donc, je pense que lui sauter dessus ici et maintenant est une option tout à fait envisageable. Après les avoir laissés regarder à travers chaque porte, Reed accepte enfin de les aider à choisir la bonne. Et il dit aux filles de faire preuve de prudence. Il sort le jeu de société Monopoly et leur explique qu'il en existe des copies dans des dizaines de langues différentes et qu'il est vendu dans des centaines de pays à travers le monde. Ensuite, il met un album du groupe de rock britannique The Hollies. Il dit que tout le monde a entendu parler du Monopoly, mais que personne n'a jamais entendu parler du Landlord's Game, qui est fondamentalement la même chose, sauf qu'il est sorti 30 ans plus tôt. Bien qu'il n'ait jamais été populaire, un autre type est arrivé un jour, a volé l'idée pour lui-même et a créé le jeu de société le plus populaire de l'histoire. La même chose s'est produite avec le disque The Air That I Breathe des Hollies. Des décennies plus tard, le groupe Radiohead a utilisé la même mélodie pour sa chanson Creep. Puis Lana Del Rey leur a fait la même chose. Tout ce qu'il veut dire par là, c'est que chaque religion moderne est comme une version dérivée du même message original. Et ce soir, il veut leur faire découvrir quel est le véritable message. Après avoir éteint les lumières, l'homme lance un diaporama qui remonte jusqu'à l'Égypte ancienne et au-delà, et qui montre comment les religions les plus populaires ont été construites les unes à partir des autres. Pour lui, c'est comme jouer au jeu du téléphone pendant une longue période, dans lequel le même message devient de plus en plus obscur au fur et à mesure. À ce moment-là, il attrape une craie et écrit le mot « croyance » sur une porte et « incrédulité » sur l'autre. Il affirme que soit tout ce en quoi elle croit est vrai, soit tout est mensonge, et il veut qu'elles choisissent une porte en fonction de leur croyance ou non en leur religion. De son point de vue, il est convaincu que tout est faux, mais les filles n'ont toujours pas pris de décision. Nerveuse, Paxton suggère qu'elle joue à fond le jeu et choisisse l'incrédulité, convaincue que c'est ce que l'homme attend d'elle. Mais Barnes n'en est pas si sûre. En se dirigeant vers l'autre porte, elle devine que Reed ne les laissera pas partir de toute façon, soulignant qu'il a soigneusement contrôlé les choses tout au long de la soirée. Il semble qu'il essaie de tirer des leçons des choix qu'elles font, mais Barnes refuse de douter si facilement d'elle-même, et elle décide finalement qu'elles doivent choisir ce qu'elles pensent être juste. Les filles restent ensemble, ouvrent le côté qui correspond à la croyance et commencent à se frayer prudemment un chemin dans l'obscurité. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qui va se passer ensuite. Alors qu'elles descendent, les filles remarquent Reed debout derrière elles. Il se contente de fermer la porte et de les enfermer à l'intérieur. En fait, il fait si sombre qu'elles doivent utiliser leur téléphone pour voir, et leur pire crainte se réalise quand elles atteignent enfin le fond. Au lieu d'une porte à l'arrière, il n'y a rien d'autre qu'un sous-sol en béton sans aucune issue. Et il semble que les deux choix les auraient menés exactement au même endroit. Ok, bon, je pense que nous l'avons tous vu venir. Il a fait comme si leur choix allait vraiment avoir de l'importance. Mais comme nous l'avons déjà souligné, chaque pas dans cet endroit ne fait que les enfoncer plus profondément dans le piège. Barnes a même dit elle-même qu'il ne les laissera jamais repartir après tout ça. Donc même s'il vous promet une issue, la dernière chose à faire est de continuer à participer à son petit jeu. Désormais, il contrôle encore plus la situation, et elles n'ont pratiquement aucune chance de s'en sortir vivantes. La seule façon de savoir ce qu'il y avait vraiment en bas, c'était que l'une d'entre elles aille jeter un coup d'œil. Maintenant, d'habitude, je dirais de ne pas se séparer, vous le savez. Mais dans cette situation, ça aurait pu être différent. Si elles avaient réfléchi un peu plus, une des filles aurait pu descendre pour voir s'il y avait vraiment une issue, pendant que l'autre serait restée dans la bibliothèque avec Reed, prête à lui botter le cul s'il tentait quoi que ce soit. En parlant de violence, il semble que la meilleure stratégie aurait été de le bastonner pendant sa petite présentation PowerPoint de 20 minutes. Il y a eu de nombreux moments pendant son petit discours où il s'est un peu dispersé, et les filles auraient pu facilement attendre qu'il se baisse pour sortir un autre jeu de société ou un truc du genre, pour ensuite attraper un chandelier et lui défoncer sa putain de tronche pour de vrai. À présent, leurs chances de s'échapper sont passées de minces à presque nulles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont foutues pour autant. La première chose qu'elles doivent faire maintenant, c'est regarder autour d'elles dans le sous-sol et comprendre dans quelle mesure chaque détail peut jouer un rôle. Vous voyez, les deux escaliers ont des portes en bas qui se ferment, mais elles n'ont pas de poignée pour les ouvrir de ce côté. Je commencerai donc par trouver quelque chose pour en bloquer une. Ensuite, il faudra plancher sur notre plan d'évasion. Les vents qui se trouvent en hauteur sur le mur du fond semblent être leur seule issue, mais il est trop haut pour qu'elles puissent l'atteindre seules. Bien que ce soit dangereux, empiler les meubles et demander à une des filles de grimper sur les épaules de l'autre pourrait leur donner la hauteur supplémentaire dont elles ont besoin pour l'abaisser. Et à partir du moment où l'une d'entre elles parvient à sortir, elle aura la possibilité de courir chercher de l'aide pour son amie.
Autrement, je me préparerais à m'engager dans une bagarre. Si elle cassait les pieds de la table et de la chaise, elle pourrait ensuite les aiguiser contre le béton pour en faire de parfaites lances en métal, avec une excellente portée et un excellent potentiel meurtrier. Je dis ça, je dis rien. Elle pourrait même utiliser des parties de la table comme rempart pour une protection supplémentaire. Je veux dire, Reed ne s'attend certainement pas encore à ce qu'elle riposte, donc leur meilleure option est d'utiliser l'élément de surprise. Le plan pourrait être aussi simple que de demander à une des filles de s'asseoir au milieu de la pièce et de commencer à faire quelque chose pour attirer l'attention de Reed. Puis, quand il passerait la porte, l'autre fille pourrait lui sauter dessus par derrière et elles pourraient alors travailler ensemble pour enfin le mettre au tapis. Elles n'ont aucune idée de ce que l'homme leur réserve ensuite, mais quoi qu'il arrive, Barnes sait qu'il n'a pas l'intention de les laisser partir. Pendant qu'elle empile la table et la chaise contre le mur, elle dit à son amie qu'elle pourrait gagner du temps en défiant Reed sur ses convictions philosophiques, puisqu'il est incapable de résister à l'envie de débattre. Elle essaie de sortir par la fenêtre, mais elle est encore trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre, et c'est alors qu'elle entend quelqu'un descendre dans le passage. Elle remet les choses en place et tend un coupe-papier aiguisé à Paxton qu'elle a récupéré dans le bureau de l'homme, et elle lui dit de l'utiliser quand elle dira le mot de code sous-vêtements magiques. Terrifiée, elle voit la porte de gauche s'ouvrir lentement en grinçant. Mais au lieu de Reed, c'est une vieille femme aux allures fantomatiques qui s'avance dans la pièce, une tarte aux myrtilles à la main. La femme pose la tarte sur la table, puis croise les bras et se recroqueville dans la pièce sans dire un mot. À ce moment-là, les filles entendent Reed se moquer d'elle à travers un tuyau dans le mur. La voix provient de son bureau où il écoute Creep de Radiohead, et il déplace des figurines sur une maquette détaillée de sa maison. Y voyant une opportunité, Barnes évite soigneusement la femme et explore l'escalier opposé. Elle trouve un trou dans le mur qui ressemble à une autre porte. La sortie est également verrouillée. Mais quand elle regarde en dessous, elle remarque une boîte d'allumettes posée sur le tapis. La musique s'arrête avant qu'elle ne puisse l'attraper, alors elle redescend en courant tandis que l'homme commence à expliquer la suite. Il affirme que cette femme a le pouvoir de revenir d'entre les morts et qu'il a besoin d'elle pour en être témoin afin qu'ils puissent tous prouver que c'est vrai. Elle retire lentement son masque et commence à creuser dans la tarte à pleine main alors que Reed les informe qu'elle a été empoisonnée. Dans quelques instants, la femme va mourir, mais elle va ensuite revenir à la vie. Effectivement, la femme les regarde pendant une seconde avant de tomber tout à coup la tête la première dans la tarte. Et il demande à la fille de prendre son pouls pour prouver qu'elle est vraiment morte. Ils attendent tous nerveusement qu'elle revienne. Mais juste au moment où il semble y avoir un problème, quelqu'un sonne à la porte. C'est frère Kennedy de leur église qui a remarqué que les filles avaient disparu puisqu'elles ne sont jamais rentrées chez elles. Et il semble à présent que Reed doive s'occuper de lui d'abord. Les filles le voient quitter la pièce secrète et sortir par une des portes. Et elles montent les marches en courant pour appeler à l'aide. Mais les murs épais réussissent à couvrir le bruit. En haut, l'homme retire un simple interrupteur près de la porte et réinitialise le temporisateur du pen dormant qui est derrière. Et il répond au frère comme s'il n'avait absolument rien à cacher. Celui-ci lui demande s'il a vu les filles, sans se douter qu'elles ne sont qu'à quelques mètres de lui. Pendant que Reed est occupé, Barnes décide d'essayer à nouveau d'atteindre les allumettes et elle appelle son amie à l'aide pour qu'elle commence à tirer le tapis sous la porte. Le missionnaire retient Reed pendant un moment, mais pas assez longtemps, et elles sont sur le point d'attraper la boîte quand Reed revient dans la pièce. Heureusement pour elles, ils ne remarquent pas ce qu'elles font, et elles attendent qu'ils repartent pour se remettre au travail. Cette fois, elles parviennent à atteindre les allumettes avant qu'ils ne reviennent vers la porte. Mais alors qu'il est sur le point de les surprendre, la sonnette retentit à nouveau, ce qui les sauve in extremis. Ok, c'est un moment important parce que la présence du frère de leur église est leur meilleure chance d'être remarqués. Et, espérons-le, de s'échapper. Elles ont compté sur le fait que quelqu'un viendrait les chercher toute la nuit. Mais la première fois qu'il est venu, elles ont failli tout faire rater. Maintenant, heureusement pour elles sont sur le point d'avoir une seconde chance, mais elles doivent prendre conscience de l'erreur la plus grave de leur stratégie. Elles avaient prévu d'attendre que Reed ouvre la porte pour commencer à crier. Comme ça, il était garanti que leur frère les entendrait. Mais Reed s'y attendait aussi, alors il a fermé la porte du couloir avant. Certes, les étages superposés de la maison empêchaient frère K de les entendre, mais elles oublient qu'il y avait une grille d'aération de l'autre côté de la pièce. Au lieu d'essayer de crier à travers toute la maison, j'aurais grimpé sur la table et j'aurais commencé à hurler par cette fenêtre, parce qu'il y a une chance que le son se propage mieux à l'extérieur de la maison, où il n'y a pas de mur ou de porte pour bloquer les ondes. Les ondes sonores, je veux dire. Si frère Kennedy les entend et commence à poser trop de questions, le plan de Reed sera alors compromis, et elles auront l'occasion parfaite de retourner la situation. Cela dit, je sais pas exactement ce que les filles prévoient de faire avec les allumettes, à moins que ce soit de brûler toute la maison pendant qu'elles sont encore coincées dans le sous-sol.
C'est certainement mieux que rien, mais c'est clairement pas le meilleur plan, puisque ça pourrait attirer l'attention du monde extérieur, certes, mais ça ne mènerait pas directement à une issue. Au lieu de ça, je me concentrerai sur les nouvelles informations importantes qu'elles viennent d'apprendre, et je m'en tiendrai à notre plan initial qui consiste à botter le cul de Reed. Ouais, en mode action. Pendant l'exploration, Barnes a remarqué qu'une porte secrète cachée dans l'escalier de gauche qui mène au bureau de Reed ne semble pas aussi renforcée que les autres. Alors, je prendrai un outil et j'essaierai de la forcer ou de la défoncer. Nous avons également vu qu'il a en sa possession les clés pour ouvrir les portes de ce côté, ce qui semblait évident. Mais maintenant que nous en avons la confirmation, nous savons que le prendre d'assaut sera payant à 100%. Maintenant que nous savons qu'il garde d'autres prisonniers ici, il ne reste plus qu'une chose à faire, attendre qu'ils viennent au sous-sol et nous battre comme si nos vies en dépendaient. Et peut-être que la femme zombie pourra même nous aider, qui sait. Qui diable peut le dire? Dès qu'il est parti, Barnes retourne la boîte et attrape une poignée d'allumettes sous la porte. Les filles redescendent en courant, et c'est alors que Paxton remarque quelque chose d'étrange. Il semble que la femme morte sur la table soit dans une position différente. Son amie pense que ça doit être son imagination. Et sans perdre de temps, elle commence désespérément à essayer d'allumer les allumettes contre le mur. Mais bientôt, elles vont avoir une grosse surprise. Il s'avère que c'était encore frère Kennedy. Mais au lieu de venir à leur secours, ils voulaient juste s'assurer que Reed avait bien un exemplaire de leur brochure. Alors qu'il se tient à la fenêtre et regarde l'homme partir, les filles poursuivent leurs efforts avec les allumettes, jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à en allumer une. Tout à coup, la fille se retourne et aperçoit la femme morte debout juste derrière elle. Les deux filles se mettent à crier alors qu'elles commencent à cracher du sang, ce qui éteint leur unique allumette. D'une voix rauque, elle leur raconte une vision de ce qu'elle a vu de l'autre côté. Mais à la toute fin, elle porte un doigt à sa bouche et leur chuchote que ce n'est pas réel. À ce moment-là, Reed revient et remercie la femme pour sa prophétie avant de la faire sortir par la porte dans les escaliers. Il se retourne vers les filles, sort un stylo et leur demande de décrire ce qu'elles viennent de voir, ajoutant que leurs mots seront un jour relatés dans les livres d'histoire. Sous le choc, Paxton se souvient de ce que la femme leur a dit, à savoir que ça ressemblait à une vision de l'au-delà. Et l'homme confirme qu'elle a raison. Il dit qu'il peut montrer à n'importe qui ce qu'il y a de l'autre côté, à condition que les personnes meurent et le laissent les ramener à la vie. Pour lui, le fait de ne pas savoir serait en fait encore plus effrayant. Mais Barnes ne croit pas à cette histoire. Elle campe sur ses positions et demande à l'homme s'il ne s'agirait pas d'un de ses autres jeux psychologiques, parce qu'elle a une toute autre théorie sur ce qui s'est réellement passé. Les visions ressemblent beaucoup à ce que les gens voient pendant une expérience de mort imminente, et elle le sait parce qu'elle en a elle-même vécu une. D'après elle, la femme n'est qu'une autre prisonnière à qui Reed a forcé la main, et à présent, elle est prête à en finir une bonne fois pour toutes. L'homme se lève et se déplace entre elles, mais au moment où Barnes fait signe à son ami, il sort tout à coup un cutter et lui tranche la gorge, ce qui la fait s'effondrer dans une mare de son propre sang. Terrifié, Paxton court vers la porte, mais l'homme se contente de rester là avec un sourire sur les lèvres, tandis qu'elle se vide de son sang sur le sol. Et ça fait une de moins, et il en reste une. Ok, la vache, merde, Sir Barnes, c'est vraiment pas de bol. J'ai une petite info pour vous deux. Parfois dans la vie, certaines choses arrivent sans que vous y soyez pour quoi que ce soit. Et c'était vraiment le cas cette fois-ci. Pendant environ 5 minutes en tout cas. Mais depuis 1h30, vous deux n'avez fait que prendre des décisions stupides les unes après les autres, alors qu'il vous disait littéralement en face ce qui allait se passer. Désolée de le dire, mais Sir Barnes, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu as vraiment merdé. Ce type agissait bizarrement dès le début. Je veux dire, la première chose qu'il vous a dite quand vous êtes entré, c'est qu'il y avait du métal dans les murs et les plafonds. De quoi tu parles, mec? Sérieux? Et tu l'as juste ignoré? Je dis pas que tu aurais dû appeler les flics là tout de suite, mais c'est vraiment le moment où tu aurais dû commencer à être un peu plus attentive. Peut-être que c'est juste un gentil vieux monsieur avec des habitudes un peu bizarres, mais cette bougie parfumée à la tarte aux myrtilles, ça aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour moi. Il voulait que tu la trouves, juste pour pouvoir entrer dans ta tête. Tout ça pour prouver qu'il pouvait te manipuler droit dans les yeux et que tu serais trop poli pour te défendre. C'est vraiment un truc de malade. Et c'est exactement à ce moment-là que la rencontre gênante s'est transformée en véritable lutte pour la survie. Tu as dit toi-même qu'il n'allait pas vous laisser repartir, et pourtant tu es quand même descendu dans son caveau de la mort, un peu comme un poulet qui se porterait volontaire pour la fabrique de nuggets. La prochaine fois, tu devrais essayer de faire quelque chose avant le dernier moment possible, parce qu'il s'avère que la violence était en fait la meilleure solution depuis le début.
À partir de maintenant, il semblerait que Paxton doive se résoudre à se débrouiller toute seule. Et je suis désolée de le dire, Sir Barnes, mais oui, tu as merdé. Sachant qu'elle ne peut pas s'échapper, Reed demande à la jeune fille de redescendre. Il jure que son ami devrait revenir à la vie d'une minute à l'autre. Mais comme de plus en plus de temps s'écoule sans que rien ne se passe, l'homme se rend compte qu'il doit y avoir un problème. Sans expliquer ce qu'il s'apprête à faire, il prend tout à coup la lame et fait un trou dans le bras de la jeune fille avant d'y plonger les doigts et d'en retirer un minuscule objet métallique. Il traverse le sous-sol, tend l'objet à Paxton et lui dit que son amie ne peut pas revenir parce qu'elle n'a jamais été une vraie personne. La jeune fille est confuse et lui demande des explications. Il lui dit que tout est lié à un concept appelé le rêve du papillon, une ancienne parabole chinoise selon laquelle nous pourrions tous être des papillons rêvant que nous sommes en réalité des personnes. Pour l'expliquer en termes plus actuels, il pense que nous vivons dans une simulation si avancée que nous ne réalisons même pas que tout est faux. Et pour preuve, il lui rappelle quand la prophétesse a dit que ce n'était pas réel. Barnes ici n'était qu'un PNJ, c'est pourquoi elle ne pouvait pas revenir. Mais quand Paxton mourra, elle pourra faire la transition vers le monde réel. Persuadée de l'avoir convaincue, Reed demande à la jeune fille ce qu'elle en pense. Mais elle a une idée différente de ce qui s'est réellement passé. L'objet dans le bras de Barnes n'était pas une puce électronique, mais un implant contraceptif. Et même si son amie n'a jamais admis qu'elle en avait un, Paxton sait qu'elle l'a gardé secret par peur des conséquences. Le problème avec sa théorie de la simulation, c'est qu'il n'y a aucun moyen de la tester. Et Reed, ici présent, reconnaît que tout est une question de croyance. Mais elle ne croit pas que ce soit vrai, même si elle ne peut pas expliquer pourquoi. C'est alors qu'il évoque à nouveau la prophétesse. Seulement maintenant, Paxton ne croit plus à cette ruse non plus. Elle pense que la femme est vraiment morte et qu'il a simplement échangé son corps avec celui de quelqu'un d'autre. Mais elle ne sait pas comment il a réussi à le faire. Quand frère Kennedy a sonné à la porte, Reed savait qu'elle serait concentrée sur les escaliers. Et quand elles sont redescendues, elle a remarqué que le cadavre était dans une position différente. Son explication est qu'une autre femme est entrée par une porte cachée, a remplacé le corps, puis a lu la prophétie à partir d'un script. Le seul problème, c'est qu'elle a décidé de s'écarter du script à la toute fin. Ce n'est pas réel, ne faisait pas partie de la prophétie. C'était un avertissement, et la femme leur disait de ne pas faire confiance à Reed. Accompagnant ses propos, l'homme dit qu'il devrait y avoir une porte cachée quelque part dans le sous-sol alors. Et il commence à frapper au mur pour prouver que ce n'est pas vrai. À ce moment-là, Paxton remarque que la pluie s'infiltre par le puits de lumière, et elle fait basculer la table et verse l'eau sur le sol, ce qui révèle une trappe cachée dans le sol. Reed n'essaie pas de l'arrêter quand elle l'ouvre doucement, mais il prévient la jeune fille de ne pas descendre, à moins d'être prête à en assumer les conséquences. Malgré tout, elle sait que descendre pourrait être sa seule chance de sortir de là. Alors, elle descend nerveusement l'échelle et s'enfonce dans l'obscurité. Ok, je crois que je vais devenir folle, parce que j'arrive vraiment pas à croire qu'elle est sur le point de refaire la même putain d'erreur. Je sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais chaque pas que tu fais dans sa maison te fait tomber plus profondément dans son piège. Il ne l'aurait même pas laissé descendre s'il n'avait pas déjà tout prévu. Et la dernière chose que nous voudrions faire, c'est de continuer à jouer à ce jeu. Je veux dire, il vient de tuer son amie juste devant elle et a essayé de faire comme si c'était une simulation. Si c'était pas assez clair avant, elle a affaire à un psychopathe complètement dérangé et il n'y a absolument aucune chance qu'il la laisse sortir de la vivante. Donc Paxton va devoir arrêter de perdre du temps et devrait saisir la prochaine occasion pour en finir une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, elle a toujours le coupe-papier et Reed ne s'attend pas à une attaque. Tout ce qu'elle a à faire, c'est lui faire baisser sa garde et elle aura alors une chance de le tuer. Au lieu de descendre l'échelle, la jeune fille devrait essayer de faire croire que Barnes revient à la vie. Puis, quand Reed se retournera pour regarder, transformer ce coupe-papier en ouvre-larynx, si vous voyez ce que je veux dire. Plante-le, c'est un coupe-gorge, il faut juste le planter. Sérieusement, tout ce qu'elle aura à faire, c'est de prendre les clés dans sa poche puis de rentrer chez elle. Mais au lieu de ça, elle est sur le point de faire la découverte la plus choquante jusque-là. Quand elle arrive en bas, elle trouve le corps de la femme étendu dans la boue, ce qui prouve que ses craintes étaient fondées. Et Reed ferme rapidement la trappe, ce qui l'enferme à l'intérieur. Son seul choix est de continuer à avancer, en traversant 3 portes qui sont toutes verrouillées de l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à la dernière, qui est verrouillée avec l'antivol de leur vélo. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a la clé. Mais c'est peut-être pas une si bonne nouvelle après tout. Quand elle déverrouille l'antivol, elle se retrouve dans une grande enceinte métallique avec 6 cages dans lesquelles sont enfermées plusieurs femmes, tout à l'article de la mort. À ce moment-là, Reed descend un escalier de l'autre côté de la pièce et il demande à la jeune fille si elle a enfin compris ce qu'est la seule vraie religion.
Tout s'éclaire alors dans son esprit quand elle rassemble les pièces du puzzle, et elle réalise qu'il les a manipulées depuis le début, allant même jusqu'à s'assurer que Paxton ait la clé au lieu de Barnes. Le but était de prouver qu'il était constamment aux commandes de leurs actions, même quand elles pensaient faire leur propre choix, parce que la seule vraie religion n'est en réalité que l'exercice du contrôle. De son point de vue, il n'a jamais fait à ses victimes ce qu'elles ne lui ont pas permis de faire, et il maintient les captives dans cet état de faiblesse pour pouvoir les manipuler plus facilement. Il s'assoit et commence à couper les ongles de la prophétesse avec un sécateur, mais il lui coupe aussi un doigt pour la punir de ne pas s'en être tenue au script. Il explique qu'il a pu les piéger parce qu'elles ont passé leur vie à suivre les ordres aveuglément, ce qui lui a permis de connaître à l'avance chacune des décisions qu'elles allaient prendre pendant la nuit. Le seul problème avec sa logique, c'est qu'il y a une chose qu'il n'a pas été capable de prévoir. Et au moment où il se penche par-dessus son épaule, Paxton sort le coupe-papier et le plante directement sous son menton. Et il tombe en arrière sous le choc alors qu'elle sort de la pièce en courant. L'escalier l'amène à une échelle qui remonte à la pièce secrète de Reed. Mais il n'en a pas encore fini avec elle. Loin de là. Elle empoigne rapidement le bureau et le pousse contre la porte. Mais le seul moyen de sortir maintenant est de retourner au sous-sol. Quand elle arrive en bas, Paxton remarque que la trappe est à nouveau ouverte. Mais le temps qu'elle réalise ce qui a bien pu se passer, il est déjà trop tard. La jeune fille se retourne et Reed la poignarde directement dans le ventre. Elle titube jusqu'au mur où elle s'effondre grièvement blessée. On dirait qu'ils sont tous les deux sur le point de mourir maintenant. Et chose étrange, Reed commence à lui demander de prier pour eux. Paxton lui dit alors que ça ne marchera pas, évoquant une expérience où la moitié des patients priaient alors que les autres ne le faisaient pas. Au final, les résultats se sont révélés peu concluants. Mais elle est toujours convaincue que c'est la bonne chose à faire, même si ce n'est peut-être pas vrai. Paxton n'essaie même plus de se défendre quand l'homme rampe lentement vers elle. Et il reste là un moment à pleurer parce qu'il a peur de mourir. Il sort son arme et s'apprête à achever la jeune fille pour son ultime acte de vengeance. Quand tout à coup, quelqu'un ramasse une planche à clous par terre et lui assène un coup en plein visage. C'est Barnes, qui est apparemment toujours en vie et qui, après tout ce temps, s'est réveillé pile au bon moment pour sauver la vie de son ami. Paxton ne peut rien faire quand la jeune fille succombe finalement à ses blessures. Mais à présent, le vieil homme est également mort. Ça fait donc 2 morts et il reste une survivante. Le seul problème, c'est qu'elle doit encore trouver un moyen de sortir de cette maudite maison. Elle retourne au bureau et démonte la maquette du bâtiment, ce qui lui permet de trouver une bouche d'aération qui mène à l'extérieur. Elle est juste assez grande pour pouvoir passer. Après avoir survécu à une nuit d'enfer, elle émerge enfin dans la lumière éclatante d'un jour enneigé. Elle se met debout et sort son téléphone pour appeler les secours. Et pendant qu'elle attend, un papillon vient se poser sur son doigt, prouvant ainsi que son ami Barnes veille toujours sur elle depuis l'autre côté. Boum! Hérétique 2024. Je pense que c'était peut-être le dernier grand film flippant sorti en salle en 2024. Le dernier grand film d'horreur de 2024. Tout ce qu'il y a eu au cinéma après ça, c'était des films de Noël. Alors je me dis, waouh, quelle année! Strange Darling, Hérétique, vous voyez, Longlegs? Quelle foutue bonne année pour les films d'horreur! Mais si vous pensez que vous auriez fait quelque chose différemment pour Hérétique, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!